vous allez pouvoir choisir vos combos de bluff plus facilement que vous choisissez vos tenues pour aller en soirée. C'est parti! On va démarrer par reprendre la situation dans laquelle l'adversaire avait simplement retourné un as, la situation où je vous avais posé un défi dans la vidéo 1 pour deviner quel combo, comment on choisissait nos combos. Je vous avais dit qu'il y avait 3 facteurs, et ben on va aborder ces 3 facteurs un par un pour voir la base du choix des combos de bluff à la river. Ici, on repart de là où on s'était arrêté en vidéo 1 sur la situation où l'adversaire avait simplement retourné un as. Donc je vous ai remis tous les combos en valorisation. Tous les combos coloriés en bordeaux, c'est ceux qu'on utilise en valorisation. J'ai recaché tous les combos potentiels de bluff pour que vous puissiez y réfléchir. Et on a trouvé le ratio dans la vidéo 1 avec la formule mise sur mise plus pot que je vous ai mis. Donc on trouvait qu'il fallait bluffer environ 28 combos dans toute notre stratégie. Maintenant, ce qu'on n'avait pas vu dans la vidéo 1, c'est comment on choisit ces combos. Ce qu'on avait vu, c'est qu'on ne pouvait pas se servir de l'équité ici, qu'on ne pouvait pas se servir des bloqueurs ici, mais alors comment on allait faire pour choisir et répartir nos 28 combos parmi les meilleurs 28 combos possibles. En fait, pour choisir vos bluffs, et vous allez voir que j'utilise cette métaphore très souvent parce qu'elle fonctionne extrêmement bien, c'est comme si les combos en valorisation envoyaient une offre de recrutement. Tous vos combos en valorisation cherchent des combos en bluff. Ils veulent les recruter. Et alors les combos en bluff, tous vos combos de main faibles, ils vont envoyer leur CV aux combos de valorisation, et les combos de valorisation vont recruter et embaucher les meilleurs CV. Mais qu'est-ce qu'ils vont regarder sur ces CV ? En fait, ils vont regarder 3 choses. La première chose, c'est que nos mains en valorisation, elles cherchent les combos les plus faibles possibles pour l'épauler. Elles veulent les combos qui ont la plus petite équité à la river pour pouvoir bluffer. Pourquoi ça ? C'est parce que ça va avoir une incidence sur la proportion de mains que l'adversaire devrait payer. En fait, le MDF adverse, si vous connaissez un peu ce terme, c'est-à-dire la proportion du temps où l'adversaire devrait payer ou relancer, elle dépend à la fois de la taille de mise, mais aussi de l'équité des combos que vous choisissez en bluff. On veut que le MDF soit le plus grand possible pour valoriser un maximum, donc on veut prendre les combos les plus faibles possibles en bluff. Ça, vous en faites pas, on le reverra dans la prochaine vidéo quand on verra trouver les erreurs adverses. Je reviendrai plus en détail sur le MDF et pourquoi il est incomplet aujourd'hui et quelle est la réelle formule du MDF. Donc le premier aspect, c'est l'équité des combos. Maintenant, comment on fait parmi les combos restants pour choisir ceux qu'on va prendre en bluff, ceux qui restent en blanc, lesquels on va bluffer? Pour ça, on commence par regarder le troisième facteur. Le troisième facteur, c'est les bloqueurs. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Ici, ils servent à rien. Si vous essayez de bloquer As-Roi, As-Dame, As-10, votre adversaire, il a simplement arrêté de payer As-Roi, As-Dame, As-10 parce qu'il bloquera lui-même vos bluffs et du coup, il va payer une autre partie de sa range. Donc finalement, c'est un jeu qui va vous emmener nulle part d'essayer d'utiliser les bloqueurs ici. Vous n'allez jamais essayer de bloquer des mains qui font partie de la range de bluff catcher adverse. Ces bluff catchers, vous voulez surtout pas les bloquer. En fait, on s'en fiche. Quoi qu'il arrive, ça n'a aucun intérêt d'essayer d'aller les bloquer. Ce qui a un intérêt, si vous voulez utiliser des bloqueurs, c'est de bloquer des mains qui paieraient quoi qu'il arrive, ou qui relanceraient quoi qu'il arrive, c'est-à-dire des mains qui sont meilleures que vos mains en valorisation. Du coup, les bloqueurs, ça nous a pas aidé, on n'a pas pu retourner de cartes, finalement, toutes les cartes qu'on avait cachées, elles sont encore cachées, on n'utilise pas de bloqueur ici. Donc comment on fait maintenant pour choisir parmi les combos restants, les combos cachés, lesquels on va décider de miser en bluff? Pour ça, il faut regarder les combos de bluff qui ont des cartes en commun, un maximum de cartes en commun avec vos combos de valorisation. Pourquoi ça? Je vous l'explique tout de suite avec un petit exemple. Sur cette slide, je reprends la même situation, mais en changeant la range de valorisation. J'isole pour que ce soit plus simple. Donc imaginons qu'on n'ait que Roi-Roi et Dame-Dame en valorisation. C'est les deux seules mains qu'on peut miser en valorisation. Donc maintenant, comment on fait pour choisir nos combos de bluff? Si on prend les deux pires combos dans notre range, c'est-à-dire les combos qui ont la plus faible équité, en vérité ils ont tous 0, mais peu importe, si on en prend deux au hasard, 7 et 6 et 7 et 5, dans ce cas-là, même si on mise au bon ratio, c'est-à-dire mise sur mise plus pot, par rapport à nos valorisations, on va pas accomplir notre objectif au mieux. Pourquoi? Parce que notre objectif au départ, c'est de rajouter des bluffs, d'en rajouter un maximum tant qu'ils sont intéressants. De bluffer au maximum tant qu'on peut se permettre de bluffer plus parce que nos bluffs sont intéressants. Et ces bluffs, ils sont intéressants tant que l'adversaire a intérêt à passer avec ses bluff catchers. Et à partir du moment où on arrive à la formule, donc au ratio mise sur mise plus pot, l'adversaire a intérêt à payer, et donc il n'y a pas d'intérêt à avoir plus de bluffs dans notre stratégie que ça. Maintenant, même si on a pris le bon ratio ici, je vous ai mis à droite la réaction adverse. Donc là, ce que vous voyez sur ce petit tableau à droite, c'est la réaction adverse face à votre mise. Donc effectivement, il y a beaucoup de combos qui vont être à la limite entre payer et passer, c'est-à-dire As-Valet, As-10, As-9, As-8, As-4, As-3. Tous ces combos-là seront pile poil à la limite entre payer et passer. Donc vous avez bien accompli votre objectif de bluffer au maximum
contre ces combos-là. Par contre, il y a des combos qui sont un peu différents. Par exemple, si on prend As7, As5, As6. Quand l'adversaire il a As7, As5 ou As6, en fait, il a un 7, un 5 ou un 6 dans sa main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait que vous, il y a des combos de 7 et 6 et de 7 et 5 que vous ne pouvez pas avoir. Vous ne le savez même pas que vous ne les avez pas, mais lui, il sait que vous ne pouvez pas les avoir parce que c'est lui qui a cette carte-là. Donc, vous ne pouvez pas avoir 7 et 6 de cœur, par exemple, s'il a le 6 de cœur. Donc, lui, dans ce cas-là, il sait que vous bluffez normalement à une bonne proportion, sauf qu'il y a des bluffs que vous ne pouvez pas avoir. Donc, lui, dans sa tête, il va comprendre que vous avez moins de bluffs que ce que vous devriez avoir dans cette situation contre lui, donc il va folder facilement. S'il fold facilement, ça veut dire qu'on pourrait avoir intérêt à rajouter des bluffs contre cette partie de sa range. Mais attention, parce qu'il y a une autre partie de sa range qui est As-Roi, As-Dame, et quand il a As-Roi, As-Dame, c'est l'inverse, en fait. Il sait que nous, on a moins de combos en valorisation, il sait qu'on a moins souvent Roi-Roi, il sait qu'on a moins souvent Dame-Dame, donc il va pouvoir payer facilement, parce que finalement, on n'est plus à ce bon ratio parfait contre lui, on se retrouve à un ratio de bluff qui va être beaucoup trop élevé contre ces mains-là. Donc contre ces mains-là, on aurait envie finalement d'enlever certains bluffs, parce que nos bluffs sont pas du tout intéressants contre ces mains-là. Le souci, c'est qu'on ne sait pas quelle main l'adversaire il a. Donc si on savait quelle main il avait, on pourrait ajuster notre fréquence de bluff en fonction de ça, mais on ne sait pas quelle main il a. C'est-à-dire que si par exemple on diminue notre fréquence de bluff pour pouvoir empêcher l'adversaire d'avoir un call facile avec As-Roi, As-Dame, et ben en fait on donne un fold encore plus facile quand l'adversaire a As-7, As-5, As-6. Donc il n'y a pas de bonne solution ici. Quoi qu'il arrive, on overbluff contre une certaine partie de la range adverse et on underbluff contre une certaine partie de la range adverse. Donc comment on fait pour résoudre ce problème ? Au lieu de prendre des mains aléatoires en bluff, qui sont 7 et 6 et 7 et 5, on va prendre des mains qui ont des cartes communes avec notre range de valorisation. Notre range de valorisation, c'est Roi-Roi, Dame-Dame. Donc en bluff, on va décider de prendre Roi-Dame. Pourquoi ? Parce que comme ça, déjà, quand l'adversaire a As-7, As-6, As-5, il est à la limite parce qu'il ne bloque rien, il bloque ni nos valorisations, ni nos bluffs. Donc finalement, lui, il est parfaitement à la limite vu qu'on a respecté le ratio. Et même As-Roi, As-Dame, ils sont également à la limite parce qu'ils bloquent à la fois nos valorisations et à la fois nos bluffs. Donc finalement, en faisant cet effort-là, cet effort de prendre des cartes en commun entre nos combos de bluff et nos combos de valorisation, on arrive bien à accomplir notre objectif premier contre un maximum de mains adverses. Quel que soit le combo que l'adversaire ait dans sa main, on a accompli notre objectif. Voilà, alors j'espère que vous avez bien compris cette idée de prendre des cartes en commun entre vos combos de bluff et vos combos de valorisation. C'est donc le deuxième point sur le CV. Donc pour faire un petit rappel, premier point, l'équité de vos bluffs. Les cartes en valorisation veulent se faire accompagner par des bluffs qui ont une équité la plus faible possible, les bluffs les plus faibles possibles. Ensuite, les cartes en valorisation veulent se faire accompagner par des bluffs qui vont passer incognito, c'est-à-dire des bluffs où l'adversaire ne pourra pas savoir ou avoir des indices sur votre range de valorisation ou votre range de bluff. Et ça passe par prendre des cartes en commun entre vos combos de bluff et vos combos de valorisation. Enfin, le troisième, si vous êtes un fan des petites optimisations et que vous savez comment bien s'en servir, on verra ça plus tard dans la vidéo, comment bien s'en servir de pair avec les autres facteurs, vous pouvez utiliser les bloqueurs pour améliorer encore un tout petit peu votre stratégie. Donc ici, on a nos trois facteurs. Je vous ai remis la range sur cette slide où on avait enlevé tous les combos qui n'avaient pas 0% d'équité. Et maintenant, comment on fait pour choisir quel combo caché on va prendre en bluff ? Et bien c'est simple, on va se servir du deuxième facteur qui est de prendre des cartes en commun entre notre range de valorisation et notre range de bluff. Donc notre range de valorisation, on peut voir qu'il y a beaucoup de rois, beaucoup de dames, beaucoup de valets. Alors les valets, on va pas les prendre en bluff parce que ça fait déjà une top pair, pareil pour les 9, mais on a beaucoup de rois, beaucoup de dames, beaucoup de 10. Vérifions ça tout de suite. Donc voici la stratégie optimale. Ici, on voit qu'il faut prendre à la fois des rois, à la fois des dames, à la fois des 10. Si vous regardez tous les combos qu'on choisit en bluff, finalement, ils ont une, voire deux souvent, cartes en commun avec des mains que vous pourriez avoir en valorisation. Par exemple, si on prend Dame 8, vous avez en valorisation Valet 8, vous avez également Dame Valet, Dame Dame. Donc ce combo-là est un excellent combo à bluffer. En revanche, si vous prenez une main comme 6 et 5, vous avez beaucoup moins de 6 et beaucoup moins de 5 dans votre range de valorisation, donc c'est une main qui n'est pas priorisée. Ici, je vous ai mis dans un seul tableau tous vos combos pris en valorisation et vos combos pris en bluff. Sur cette vue, on voit bien que les cartes les plus prises en valorisation sont aussi les cartes les plus prises en bluff, à l'exception, bien entendu, de celles qui font une paire. Ce qu'il faut bien remarquer sur ce tableau, c'est qu'il ne faut oublier aucune carte. Effectivement, ici, dans notre range de valorisation, il y a beaucoup de rois, de dames, de 10,
donc il faut beaucoup les prendre en bluff, mais il faut aussi faire le travail avec les 8, les 7, les 6, les 5 que vous avez en valorisation, il faut aussi prendre ces cartes-là en bluff. Bien entendu, en respectant le ratio, plus vous avez certaines cartes en valorisation, plus vous devez les avoir en bluff. Donc voilà, maintenant vous connaissez les 3 facteurs qu'il faut prendre en compte pour choisir vos combos de bluff. L'équité, avoir des cartes communes entre vos combos en bluff et vos combos en valorisation, et les bloqueurs. Ça, c'est les 3 seuls facteurs que vous devez prendre en compte à la river pour choisir vos combos de bluff. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder dans une range complètement réelle, donc une range dans laquelle vous auriez plusieurs tailles de mise en valorisation pour différents combos en valorisation, et dans cette range-là, sur cette situation-là, voir comment on la résout de A à Z pour passer tout simplement de la situation que vous avez à une décision optimale. Bien entendu, on va regarder une situation avec les ranges que le solver propose, mais tout ce qu'on va voir fonctionnerait aussi dans une situation où vous auriez des ranges farfelus et vos adversaires aussi. On est big blind contre un open de hijack 60 BB deep. Le flop est venu 9, 7, 4 flush draw. Vous avez checké, votre adversaire a misé pot, vous avez payé. Turn 2, donc 2 de cœur, qui ne fait pas rentrer le flush draw. Vous avez décidé de donc bet un tiers. Avant que vous critiquiez mes lines, sachez que j'ai pris des lines qui sont extrêmement prises, des lines quasiment majoritaires pour le solver, donc j'anticipe toute critique de mon choix de line. Donc vous avez donc bet à la turn un tiers, l'adversaire a payé, et la river est un 2 de trèfle qui fait toujours pas rentrer le flush draw. Vous vous retrouvez donc river hors de position, avec un stack à 476 000 et un pot à 263 000, et on va se concentrer sur une seule taille de mise. Ce qu'on a vu, c'est-à-dire les formules de ratio et les choix des combos, ça fonctionne pour chaque taille de mise. On va pas le faire pour chacune par une, on va se concentrer sur une seule. Donc ici, j'ai pris la taille de mise la plus importante, celle sur laquelle c'est le plus important d'être précis, c'est-à-dire la taille de mise all-in. Donc regardons pour all-in. Ici, je vous ai entouré en vert tous les combos que vous avez en valorisation pour all-in. Donc ça fait environ 8.15 combos. Encore une fois, l'important c'est pas de savoir compter les combos, l'important c'est de vous rendre compte un peu de la proportion que ça va dans votre range. On va pas aborder plus en détail nos combos de valorisation, car c'est le thème du module 2. Donc on va accepter ceci et se concentrer sur les combos qu'on doit bluffer. La première chose à faire pour trouver les combos qu'on doit bluffer, c'est déjà de trouver le nombre total de bluffs qu'on peut prendre dans notre stratégie. Ici, on mise all-in, ce qui fait 476 000 dans 263 000, c'est-à-dire environ 180% pot, et à partir de ça, il faut qu'on trouve le ratio optimal. Donc, on a 2 méthodes pour trouver le ratio optimal, la formule ou le tableau alpha que je vous avais montré en vidéo. Quelle que soit la méthode utilisée, vous trouvez environ 0.66, c'est-à-dire environ 2 tiers. Ça signifie qu'on peut prendre 0.66 combos en bluff pour chaque combo qu'on a en valorisation. Et au total, ça fait donc 5 combos qu'on peut prendre en bluff all-in pour accompagner nos 8 combos de valorisation all-in. Si ces calculs vous semblent un peu durs, pas de souci. Vous avez un simulateur sur Deep Dive Poker juste après cette vidéo pour vous entraîner exclusivement sur le bluff. Croyez-moi, vous allez progresser extrêmement vite et ça va devenir très vite instinctif pour vous. Il faut juste un peu de pratique et votre cerveau, naturellement, il va processer tous ces petits calculs pour que ça devienne instinctif. Vous aurez même plus besoin d'y penser par la suite. Bon, pour revenir à nos oignons, maintenant, comment on va répartir nos 5 combos de bluff ici? Pour rappel, 3 facteurs. Le premier et le plus important, c'est trier par équité. Donc on veut prendre les mains les plus faibles possibles sur ce board. Deuxième chose, on va regarder les cartes qu'il y a dans nos combos de valorisation pour essayer de prendre les mêmes cartes dans nos combos de bluff. Enfin, si on peut appliquer ces 2 facteurs-là et qu'on a encore le choix parmi plusieurs combos, c'est-à-dire qu'on a plein de combos qui sont géniaux, et maintenant on doit encore choisir lesquels on veut parmi les combos qui sont géniaux. Dans ce cas-là, on a le choix du roi, et si on a le choix du roi, on pourra se permettre d'aller chercher quelques bloqueurs pour améliorer encore notre stratégie. L'important, c'est pas de faire ordre par ordre. J'ai dit que le premier c'est le plus important, le deuxième c'est le deuxième plus important, et le troisième c'est le troisième plus important. Ça veut pas dire qu'il faut faire d'abord le premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Les 3 ils fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un combo qui a plus d'équité qu'un autre s'il a d'excellentes cartes communes. Mais il faut toujours essayer de prioriser ces 3 facteurs dans cet ordre-là, qui est l'ordre d'importance. Ça, on y reviendra un peu plus en détail dans la partie juste après, pour voir comment on fait pour trier cette importance, à quel point est-ce que c'est le plus important. Première chose, au lieu de s'embarquer directement dans tous les combos, je vous ai proposé un petit défi.
Dites-moi lequel, à votre avis, est le meilleur combo entre ces deux CV. Donc ici, j'ai pris le CV de 10-6 off, qui fait simplement une hauteur 10, et le CV de As-5 suit, qui fait une hauteur As. Je vous ai fait une petite étude sur chaque facteur pour chaque combo, et je vous demande ici de trouver quel est le meilleur combo à choisir en bluff. Lequel on va prendre en bluff entre ces deux combos-là pour la mise all-in. Ici, la solution, c'était de prendre évidemment 10 et 6, qui a d'excellentes cartes en commun et une très faible équité, plutôt que As-5, qui a moins de cartes en commun et qui a, en plus de ça, une équité beaucoup plus haute. Ce qui est important, c'est d'avoir les bons raisonnements logiques et de prendre les bons facteurs en compte et d'essayer de respecter au mieux les ratios. À force d'entraînement, vous allez trouver par vous-même les meilleurs combos à prendre en bluff, à quelle fréquence, et ça, vous serez capable de le faire intuitivement, mais c'est à force d'entraînement, il va falloir prendre en compte ces choses-là. Finalement, l'intuition, c'est quelque chose de très fort. Ça va vous aider énormément, mais votre intuition, il faut l'aider, et c'est ce qu'on a fait ici. On lui a donné les 3 facteurs, et après, elle va processer, et elle va être capable de trouver environ les meilleurs combos en respectant les ratios à force d'entraînement. Donc voici finalement tous les combos qui sont intéressants à prendre en bluff, que j'ai entouré en bleu ici. Et on voit bien qu'on retrouve des cartes communes dans tous nos combos qu'on prend en bluff. Il y a des cartes communes avec le roi, avec la dame, avec le valet, avec le 10. Il y a également des 8, des 5. Donc on fait au mieux pour avoir toujours un maximum de cartes en commun. Par exemple, si on prend une main qui est énormément bluffée comme dame 10, et ben elle a des cartes en commun avec dame 2, avec 10-2. Donc ça lui fait énormément de bonnes cartes en commun. Donc c'est un très bon combo à bluffer pour all-in. D'ailleurs, vous pouvez faire ça pour les autres tailles de mise. Donc regardez les combos que vous avez en valorisation et les combos que vous avez en bluff pour voir à quel point ces 3 facteurs sont appliqués. Ce que vous repérerez peut-être, c'est que plus vous prenez une petite taille de mise, moins ces 3 facteurs sont respectés. Pourquoi? En fait, c'est simple. Je vous rappelle comment ça fonctionne. On est sur un processus de recrutement. Les tailles de mise en valorisation recrutent des combos en bluff pour les accompagner. Le souci, c'est qu'il y a quelques stars. Il y a quelques combos en bluff qui sont des stars absolues, c'est-à-dire c'est les gens que tout le monde veut recruter. Ces gens-là, à votre avis, si tout le monde accepte de les recruter, où est-ce qu'ils vont aller? C'est simple et c'est logique. Ils vont aller sur les plus grosses tailles de mise. Pourquoi? Parce que c'est celles où on veut surtout pas donner d'informations à notre adversaire. C'est celles sur lesquelles on ne veut surtout pas faire d'erreur. Donc les stars, elles vont toutes aller sur les plus grosses tailles de mise. Donc finalement, les petites tailles de mise, elles vont avoir le reste. Elles vont avoir tous les combos dont les grosses tailles de mise ne voulaient pas, donc forcément, elles auront des combos qui sont moins appropriés. Parfois, il peut arriver que chacun ait ses stars pour lui, c'est-à-dire que, par exemple, les cartes en commun avec une petite mise soient pas les mêmes que les cartes en commun avec une grosse mise. Mais si jamais il y a un conflit, si jamais un bluff a une hésitation et il y a une star pour plusieurs tailles de mise, il ira toujours sur les plus grosses tailles de mise. Donc ce que je veux vous faire bien comprendre, c'est que les petites tailles de mise, finalement, la plupart du temps, dans une stratégie, elles prennent pas les 3 facteurs que je vous ai dit en compte. Elles prennent finalement uniquement est-ce que ces combos-là sont pas les bons combos pour all-in. Donc c'est ce que je vous propose de faire, moi c'est mon conseil. Si vous essayez de trouver un combo en bluff pour une grosse taille de mise, vous regardez bien ces 3 facteurs. Et si vous essayez de trouver un combo en bluff pour une petite taille de mise, vous essayez à nouveau de respecter ce ratio, mais en regardant tous les combos que vous, justement, qui restent, que vous ne voudriez pas miser all-in. N'allez surtout pas miser petit avec un combo qui est excellent pour miser gros, sous prétexte qu'il a des bonnes cartes communes avec des ranges en valorisation petites. Priorisez toujours les grosses tailles de mise et essayez de respecter le ratio sur le reste pour les petites tailles de mise. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle parfois le ratio, il y a des petits ajustements. Ce que vous avez à droite sur cette slide, c'est comme on l'avait vu en vidéo 1, la comparaison entre la solution proposée par PioSolver, donc le ratio qui est dans la solution proposée par PioSolver, et le ratio théorique qu'on avait vu, mise sur mise plus pot. Donc ici, vous pouvez voir que pour la taille de mise all-in, le ratio est respecté parfaitement, et c'est normal parce qu'on a des excellents combos, on a des combos stars, on a pu prendre des bonnes cartes en commun entre nos mains en valorisation et nos mains en bluff. Mais parfois, on n'a pas de bonnes cartes en commun. Dans ce cas-là, par exemple, sur les plus petites tailles de mise, si on prend la taille de mise 66 000, eh ben, il lui reste que des combos pourris en vérité. Il lui reste que des combos à bluff dont personne ne voulait, donc des combos qui ont probablement très peu de cartes en commun, des combos pas intéressants. Dans ce cas-là, si on mise 66 000, on donne une information à notre adversaire, on va pas pouvoir cacher toutes nos informations. C'est-à-dire qu'il va avoir une partie de sa range qui va bloquer nos bluffs et une partie de sa range qui va bloquer nos valorisations. Dans ce cas-là, et c'est ce que vous pouvez voir sur le petit graphique à droite, il y a des petits écarts qui se créent entre la solution de la stratégie optimale proposée par le solver et la mise théorique que je vous avais dit.
Ces petits écarts, il faut surtout pas essayer de les appliquer. N'essayez surtout pas. Pourquoi? Parce que déjà, ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Il y a déjà assez de difficultés comme ça. Et en plus, c'est impossible de savoir s'il faut parfois augmenter un peu notre fréquence de bluff ou diminuer un peu notre fréquence de bluff. Je m'explique. Vous allez underbluff contre une certaine partie de la range adverse. Vous allez overbluff contre une autre partie de la range adverse. Ça, c'est dû au fait que vous n'avez pas pu trouver des bonnes cartes en commun avec votre petite taille de mise. Le solver, lui, il est extrêmement intelligent. Il va réussir à voir quel est le plus gros problème. Est-ce que le plus gros problème, c'est d'avoir underbluff ou est-ce que le plus gros problème, c'est d'avoir overbluff? Donc il prend les deux problèmes qu'il a, il les compare et il résout le plus gros en fait. C'est-à-dire que si le plus gros problème, par exemple, c'est d'overbluff contre une partie de la range adverse, il va décider de diminuer un peu ses fréquences de bluff et du coup, il va aggraver son problème d'underbluff, mais c'est pas grave parce qu'il résout le problème qui était le plus gros. Donc déjà, ça c'est impossible d'un point de vue humain de savoir quel est le problème le plus gros. Donc déjà, vous pouvez oublier. Et en plus de ça, même en résolvant ce problème, le V qui gagne est extrêmement petit parce qu'il va chercher des tout petits min-maxing, des toutes petites optimisations qui finalement rapportent très peu de V. Et en plus de ça, vos adversaires sont pas capables de voir que vous ne faites pas ces choses-là. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas vous prendre la tête avec ces ajustements, de toujours respecter la formule théorique. Et d'ailleurs, c'est toujours très proche finalement. On se retrouve toujours avec des écarts qui sont très proches. Donc, respectez bien la formule mise sur mise plus pot, c'est le plus simple. Et comme je l'avais dit avant, pour les grosses tailles de mise, vous prenez les meilleurs combos possibles. Et pour les petites tailles de mise, vous vous contentez de respecter le ratio parmi les combos qui restent. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut faire dans une situation réelle. Maintenant, je ne dis pas que je vous ai donné le chemin parfait vers la victoire. Ce que je vous ai donné, c'est les réflexions qu'il va falloir que vous ayez. Il va falloir que vous pensiez à vos ratios et à vos combos. Ça, je vous ai donné la méthode pour avoir le ratio et pour avoir les combos. Mais il reste encore à savoir la comprendre et l'appliquer. Vous allez devoir travailler et essayer de faire cet effort consciemment au début pour que ça puisse rentrer ensuite intuitivement et que ça puisse s'intégrer à votre jeu et que vous soyez un excellent bluffeur. Bien entendu, on verra dans la prochaine vidéo aussi comment s'adapter aux erreurs adverses parce qu'il n'y a pas tant d'intérêt à être un excellent bluffeur si on n'est pas capable ensuite de s'adapter aux erreurs adverses et d'améliorer encore nos décisions. Avant ça, ce que je vous propose, c'est de regarder comment on fait pour savoir à quel point un facteur est important par rapport à l'autre et choisir du coup les meilleurs combos. Bienvenue dans mon laboratoire d'expérience. C'est ici qu'on ira à chaque fois qu'on a besoin d'étudier un concept plus en détail. Ici, le concept qu'on veut étudier, c'est comment choisir les combos en bluff. Pour ça, je vous propose la situation que j'ai mise sur cette slide. Vous êtes en position, à la rivière, le stack est à 400 000, le pot est à 100 000, et votre adversaire, hors de position, a décidé de miser 40 000. Donc ce que vous voyez sur la range de gauche, c'est la stratégie, les combos avec lesquels il mise 40 000. À droite, c'est vous, tous les combos que vous avez dans votre range, et leur équité face à la mise adverse. Dans cette situation, on va fixer la stratégie adverse, c'est-à-dire qu'on va dire que hors de position mise toujours avec ces combos-là. Par contre, on va faire des petits changements dans la range à droite pour voir qu'est-ce qui se passe si on enlève des mains en valorisation, si on rajoute des mains en valorisation, qu'est-ce qui se passe et comment les combos en bluff changent. C'est parti. Première situation, ici il n'y a pas de piège. Votre objectif, c'est de trouver les meilleurs combos à bluff. Je vous ai mis tous les combos qu'on relance en valorisation et vous devez trouver les combos qu'on relance en bluff. Ici, il faut bien se rendre compte déjà d'une chose, c'est que l'équité est moins importante. Si vous avez une petite équité, ça veut dire que votre combo, soit il va passer, soit il va relancer en bluff. À partir du moment où votre combo passera, si jamais il ne relance pas en bluff, cela signifie que l'équité ne vous sert plus à rien parce que de toute façon, vous ne gagnerez pas le pot. Donc tous les combos qui devraient passer face à la mise adverse, vous pouvez partir du principe qu'ils ont 0% d'équité, que c'est l'équité la plus faible que vous pouvez avoir. Maintenant, il va falloir que vous regardiez les cartes en commun avec votre range de valorisation et que vous regardiez si vous avez envie d'avoir des bloqueurs. Donc je vous laisse réfléchir 2 secondes pour deviner ici quel combo on va prendre en bluff pour notre relance. Si votre stratégie comporte des combos faibles qui ont soit un valet, soit un 9, soit un 7, soit un 6, c'est une excellente réponse. C'est effectivement les combos qu'il fallait choisir. À gauche ici, je vous ai mis en bleu tous les combos que vous devez relancer en bluff, et toujours en vert les combos que vous relancez en valorisation. Et à droite, la réaction adverse face à votre relance. Comme on peut voir, ici, notre objectif est bien réalisé, puisque la plupart des combos qui sont entre nos mains en valorisation et nos mains en bluff sont à la limite entre payer et passer. Ça veut dire qu'on a pu optimiser au mieux notre stratégie de bluff pour avoir un maximum de bluff intéressant contre toute la range adverse. Donc finalement, ici, c'était facile.
Il suffisait de prendre les combos les plus faibles, donc ceux qui auraient intérêt à passer si on ne relance pas, et de choisir en bluff ceux qui ont soit un valet, soit un 9, soit un 7, soit un 6. On ne prend pas les 10 et les 8 parce qu'ils ont un peu trop d'équité. Et d'ailleurs, ça pose problème parce que du coup, 10-10 et 8-8 qui font des brelans sont des relances en valorisation fragiles. Pourquoi elles sont fragiles? Parce qu'il n'y a pas de bon combo en bluff pour les accompagner. Donc ça pose problème. Et on va voir après que les premières mains qui vont sauter si jamais on a besoin d'enlever des valorisations, ça va être 10-10 et 8-8, même si elles sont en force absolue plus fortes que 7-7 et 5-5, parce que justement, c'est des mains qu'on va appeler fragiles en valorisation. Une petite seconde. Allô? Ouais, c'est Bryson, elle est sympa ton expérience. Mais enfin bon, là t'es en train de te moquer de nous. Tu vois bien que Valet 6, on le prend pas pour les cartes communes. On le prend parce que ça bloque Valet 9, 9 et 6, et 6 et 4. Ça bloque les notes adverses. C'est pour ça qu'on prend Valet 6. Moi, on m'a toujours appris comme ça, et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Tu prouves rien, là. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que finalement, on choisit des valets, des 9, des 6 parce que c'est des cartes communes avec notre range de valorisation? Ou est-ce qu'on choisit en bluff des valets, des 9, des 6 parce que ça bloque les notes adverses? Pour voir ça, je vous propose de nous plonger dans la réelle expérience. Ici, j'ai enlevé valet 9 et 9 et 6 de notre range. Donc les mains qui ont misé adverse sont toujours les mêmes, il a les mêmes mains en valorisation et les mêmes mains en bluff. Simplement nous, dans notre range, on n'a plus valet 9 et on n'a plus 9 et 6. Donc ces mains-là qu'on avait en valorisation, on ne les a plus. Première chose que vous pouvez remarquer, c'est que 10-10 et 8-8 ne sont plus relancés en valorisation. Ça, c'est pas ma faute. J'y ai pas touché, j'ai juste enlevé valet 9 et 9 et 6. 10-10 et 8-8 ont toujours la même équité. La range adverse, comme je l'ai dit, elle n'a pas bougé. Alors pourquoi 10-10 et 8-8, maintenant, ils décident de ne plus relancer en valorisation? Ça, c'est dû au fait que c'était des valorisations fragiles. C'est des valorisations fragiles parce qu'elles n'avaient pas de bons combos en bluff. Il n'y a pas de 10 qu'on pouvait prendre en bluff et il n'y a pas de 8 qu'on pouvait prendre en bluff. Donc on ne pouvait pas prendre de cartes communes avec 10-10 et 8-8. Le souci, c'est que du coup, l'adversaire pourrait avoir des calls faciles dès qu'il a un 10 ou un 8 et des folds faciles quand il a le reste de sa range. En l'occurrence, dans la situation d'avant, on arrivait à s'en sortir un petit peu parce que on avait valet 9 et 9 et 6 en valorisation, ce qui fait qu'on avait aussi des valets en bluff et on faisait en sorte de créer une sorte de brouhaha pour que par exemple quand l'adversaire a valet 10, eh ben, il peut pas coller facilement parce qu'il bloque effectivement 10-10, mais il bloque aussi beaucoup de bluffs comme on avait par exemple valet 7, valet 6, valet 5 et on essayait de maximiser ça au maximum pour créer un brouhaha ambiant et protéger 10-10 au milieu de tous les combos qu'on a en valorisation et en bluff. Maintenant qu'on a enlevé 3 combos en valorisation, 3 mains importantes qui faisaient une grosse partie de notre valorisation, ce brouhaha a diminué. Donc comme le brouhaha a diminué, 10-10 et 8-8 se retrouvent complètement exposed et maintenant c'est beaucoup trop fragile, c'est beaucoup trop dangereux d'aller valoriser avec 10-10 et 8-8 puisque l'adversaire va pouvoir facilement avoir des indices sur notre main, donc on décide de ne plus les valoriser. Déjà, ça c'est intéressant. Ça montre que les mains que vous choisissez en valorisation dépendent de votre stratégie globale. Ça fait partie de ce que j'appelle les optimisations inutiles. Malgré tout, c'est intéressant à voir. Donc il nous reste que 2 mains en valorisation ici. 7-7 et 5-5. Maintenant, à votre avis, dans cette situation, quels sont les combos qu'on va choisir en bluff? Si on choisissait des valets, des 9 et des 6 pour les bloqueurs, logiquement, on devrait encore avoir des valets, des 9 et des 6 dans nos combos de relance en bluff. Alors, est-ce que ça va être le cas ici, ou est-ce que nos bluffs, nos priorités sur nos bluffs vont avoir changé? C'est le défi que je vous pose, essayez de deviner, et je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. Ici, je vous ai mis la comparaison entre deux choses. La première situation qu'on avait vue au début, à gauche, donc là où on avait nos valets 9 et nos 9 et 6, donc ça c'est ce qu'on avait vu au début, donc on voit bien qu'il y avait toute la range qu'on avait décryptée avant, c'est-à-dire des valets 6, des valets 5, des 9, des 6 en bluff. Et à droite, c'est le défi que je vous ai posé, c'est-à-dire en enlevant 9 et 6 et valet 9. Ici, on voit bien que c'était pas une question de bloqueur, parce qu'on ne prend plus aucun valet en bluff. On prend uniquement des mains qui ont des cartes communes avec un 7, c'est-à-dire 9 et 7 et 6, qui sont les deux pires mains, les deux mains qui ont la plus faible équité, avec un 7 dedans. Donc ces mains-là, on les prend en relance en bluff, et on ne prend plus de valets. Donc ça montre bien déjà qu'on ne prenait pas des valets pour avoir un bloqueur. Les bloqueurs, on s'en fiche, l'important, c'est simplement d'avoir des cartes communes avec nos mains en valorisation. Donc maintenant qu'on n'a plus de valets dans notre range de valorisation, on n'a plus non plus de valets dans notre range de bluff. Alors là, vous avez peut-être remarqué une chose.
il n'y a pas de 5, on n'a pas bluffé avec des 5. Pourtant, on a des très bons candidats à bluffer pour des 5. Par exemple, 6 et 5, 5 et 4, valet 5, on pourrait tout à fait imaginer qu'il va les bluffer pour avoir des cartes communes avec 5-5. Pourquoi, du coup, il s'en fiche de prendre des cartes communes avec 5-5 dans la stratégie ici? En fait, l'idée, c'est que il faut se rappeler d'où ça vient, cette idée de cartes communes. Les cartes communes, on les utilise pour éviter que l'adversaire puisse avoir des décisions trop faciles avec une partie de sa range. Donc là, en l'occurrence, si l'adversaire avait un 5, il aurait un call facile, puisqu'il bloque uniquement nos valorisations et il ne bloque pas nos bluffs. Maintenant, pourquoi on n'a pas besoin d'utiliser des cartes communes? Je vous ai remis à droite la range de votre adversaire, donc c'est toutes les mains que votre adversaire peut avoir. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il n'a jamais de 5. Donc dans sa range, il n'a aucun 5. Donc on n'a pas besoin de prendre des cartes communes parce qu'il ne peut pas avoir de décision facile, puisqu'il n'a jamais un 5. Bien entendu, dans une situation réelle, c'est plus compliqué que ça. Ça fait partie des optimisations que j'appelle inutiles, puisque de toute façon, ça va être compliqué de se rendre compte de quelle carte votre adversaire n'a pas, et ensuite quelle carte du coup vous avez en valorisation que votre adversaire n'aurait pas, et dans ce cas-là qu'on n'a pas besoin de les prendre. Ne vous embêtez pas à ce niveau-là, mais simplement pour que vous compreniez bien la logique et comment ça marche. Ici, c'était intéressant de vous mettre cette situation où j'ai fait exprès de prendre l'adversaire qui n'aurait pas de 5 dans sa range. Donc ici, ce qu'il faut bien retenir, et ce que cette expérience commence à vous prouver, c'est que le choix de combo en bluff ne dépend pas des bloqueurs. Il dépend en priorité des cartes communes. Quand on avait des valets en valorisation, on prenait aussi des valets en bluff. Maintenant qu'on n'a plus de valets en valorisation, on prend les cartes communes importantes, c'est-à-dire les 7 ici en bluff. Et vous voyez à nouveau sur la range adverse qu'on a essayé de mettre un maximum de combos adverses indifférents entre payer et passer pour que notre stratégie de bluff soit la plus intéressante possible overall. Maintenant, j'ai un autre petit défi pour vous. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis si dans votre range, je rajoute 7 et 3? Donc à nouveau en valorisation, vous avez 7-7 et 5-5. Et cette fois-ci, vous avez un combo qui est potentiellement intéressant à bluffer également, c'est 7 et 3. Donc à votre avis, est-ce qu'on va prendre 7 et 3 à la place de 7 et 9 ou à la place de 7 et 6? Ou est-ce qu'on va ne pas le bluffer? C'est le défi que je vous pose. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Voici la solution. Donc à gauche, vous avez la range qu'on venait de voir avant, sans 7 et 3. Et à droite, vous avez la range où on a rajouté 7 et 3. On voit que la meilleure stratégie, c'est de ne pas prendre 7 et 3. On garde 9 et 7 et 7 et 6. Pourquoi ça? Ça, c'est ce que je vous avais expliqué. C'est-à-dire qu'il y a aussi le troisième facteur qui est les bloqueurs, qui est un petit peu là quand même derrière. Ici, on a 3 combos intéressants. 7 et 9, 7 et 6 et 7 et 3. C'est 3 combos qui sont intéressants pour pouvoir bluffer. Donc cette fois-ci, on a le choix du roi. Ce que j'appelle le choix du roi, c'est quand on a plein de combos géniaux et maintenant, on va pouvoir aller faire la dernière optimisation qui est les bloqueurs. Ici, 7 et 3, ça n'a pas de bons bloqueurs. En vérité, ça a même des mauvais bloqueurs parce que ça va bloquer beaucoup de 3 dans la range adverse qui sont des mains qui sont encore plus faibles que nos mains en bluff. Donc, on n'a surtout pas envie de bloquer des mains qui vont folder quoi qu'il arrive puisqu'elles sont moins fortes que nos mains en bluff. Et en revanche, 9 et 7 et 7 et 6, ça bloque des mains qui sont meilleures que nos mains en valorisation. Et ça, on avait vu que les bloqueurs, c'est intéressant quand on bloque des mains meilleures que nos mains en valorisation. Donc ici, ça bloque 9 et 6, 6 et 4 et valet 9, qui sont en l'occurrence les possibilités de straight adverse qui battent donc nos brelans. Et les bloquer, ça devient intéressant. Donc même en rajoutant 7 et 3, qui est un peu plus faible, qui a une plus petite équité, on va garder 9 et 7 et 7 et 6 en bluff, et ne pas regarder 7 et 3, refuser le CV de 7 et 3, parce que, justement, les bloqueurs ici ont eu un impact. Donc, ce que je vous dis depuis le départ, que les bloqueurs ne sont pas intéressants, c'est vrai, mais il est toujours possible de faire cette petite optimisation quand vous avez le choix du roi. Dernier défi, après je m'arrête promis, qu'est-ce qui va se passer à votre avis si je rajoute 2-2 dans votre range de valorisation? Cette fois-ci, dans vos mains en valorisation, vous avez brelan de 7, brelan de 5 et brelan de 2. À votre avis, quels vont être les bluffs qu'on va prendre pour aller avec notre brelan de 2? Voici la réponse. Comme toujours, à gauche, je vous ai mis la range de la situation d'avant, c'est-à-dire 102-2, c'est ce qu'on venait de voir. Et à droite, je vous ai mis la situation en rajoutant 2-2 dans notre range de valorisation. Si vous aviez répondu qu'on prenait As-2 et Roi-2 en bluff, c'est une bonne réponse. Mais ce n'est pas la meilleure réponse. Pourquoi c'est pas la meilleure réponse? Ici, As-2 et Roi-2, ils ont de l'équité. Donc il va falloir qu'on fasse le meilleur ratio entre
ce qu'on gagne avec les cartes communes et ce qu'on perd à bluffer avec de l'équité. Ce ratio-là, c'est pas toujours facile d'avoir la bonne réponse. Par exemple, si je vous dis As-7 et Roi-7, regardez-les bien en détail sur la slide, vous pourrez voir qu'on les bluffe parfois. On les bluffe légèrement pour accompagner nos brelans de 7 et on prend ces mains-là en bluff. Alors pourquoi As-2 et Roi-2, on les prendrait pas en bluff? En fait, si on regarde la range adverse, ici, il y a très peu de combos de 2 au sein de cette range. Il y a uniquement, en vérité, 10-2 et 8 et 2 suits qui sont les deux seuls combos, et ça représente peu de combos, qui font contre lesquels on va overbluff. Donc finalement, c'est pas si grave. On va se reconcentrer sur les deux autres facteurs, c'est-à-dire avoir une équité la plus faible possible, et avec le choix du roi, prendre les bloqueurs. Ici, l'équité la plus faible possible, on peut prendre n'importe quelle main qui aurait envie de passer. Donc on peut prendre 3-3, 4-4, 5-4, 6-5, 6-6, Valet 6, Dame 6, etc. Je vais pas tous vous les faire, Roi Valet, As Valet, etc. Toutes les mains qui auraient intérêt à passer, comme je vous l'avais dit au début, c'est les mains qui ont l'équité finalement la plus faible possible, parce que si on ne les relance pas, on va les passer, donc finalement ça revient à comme si elles avaient 0% d'équité. Ici en l'occurrence, celle qui a les meilleurs bloqueurs, c'est 6-6, parce que ça bloque à la fois 9 et 6 et 6 et 4, qui sont des mains qui vont quoi qu'il arrive payer, et du coup c'est ces mains-là qu'on a envie de bloquer. Donc 6-6 c'est le combo parmi notre range qui bloque le plus ces mains-là, donc c'est ce combo-là qu'on va décider de bluffer. Entendez bien que ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'ici, il ne faut pas se prendre la tête sur les optimisations. Si vous aviez décidé de prendre As-2 et Roi-2 en bluff à la place de 6-6, c'est une excellente stratégie. Et là, vous auriez probablement 99,99% de levée que vous pourriez avoir en prenant 6-6. En fait, rien qu'en changeant un petit peu la range adverse, ça pourrait changer du tout au tout. Donc ce qui est important, c'est pas de se prendre la tête sur l'optimisation finale. Ce qui est important, c'est de bien prendre en compte les trois facteurs dans cet ordre-là. D'abord, l'équité, prendre les combos qui ont une plus faible équité. Ensuite, les cartes communes. Et enfin, les bloqueurs si jamais on a le choix du roi. Nous voilà de retour dans notre studio. On va bientôt voir quelques exemples supplémentaires, mais avant ça, j'ai une question pour vous. À votre avis, est-ce que c'est possible d'adapter vos combos en fonction de vos adversaires? Est-ce que les meilleurs combos changent en fonction des erreurs de vos adversaires? Pour répondre à cette question, il suffit de se rappeler de la logique derrière les trois facteurs et de voir comment ça va changer si vos adversaires font des erreurs. Pour commencer, j'aimerais aborder le deuxième facteur, c'est-à-dire les cartes en commun entre vos combos de bluff et vos combos de valorisation. Ça, il faut l'appliquer uniquement si vos adversaires vont se servir des bloqueurs. Si vous jouez contre des adversaires qui n'utilisent pas les bloqueurs, qui n'en ont rien à faire des bloqueurs, vous pouvez complètement abandonner ce deuxième facteur. Vous pouvez l'oublier et le jeter parce qu'il est là que pour empêcher l'adversaire de se servir des bloqueurs. Maintenant, attention, les bloqueurs, c'est largement utilisé aujourd'hui. À moins que vous jouiez sur des petites limites ou contre des adversaires complètement récréatifs, énormément de joueurs savent qu'il faut utiliser des bons bloqueurs pour savoir s'il faut payer ou pas. Par exemple, un exemple simple que je peux vous donner, c'est si vous faites tapier à la river et qu'il y a 3 cœurs, votre adversaire va être content d'avoir un cœur en main. Donc attention à ce niveau-là, vous pouvez enlever ce facteur si vous êtes sûr que vos adversaires n'utilisent pas de bloqueur, mais il faut être sûr de ça, ce qui n'est pas du tout garanti. Donc première chose, si votre adversaire n'utilise pas ses bloqueurs pour savoir s'il va payer ou non, vous pouvez supprimer le deuxième facteur et choisir vos bluffs uniquement avec l'équité et avec vous, des mains qui bloquent ces nuts. Ensuite, il y a une deuxième adaptation possible. Je vous avais dit que vous deviez utiliser les bloqueurs uniquement sur des mains qui sont meilleures que vos mains en valorisation. Ça, c'est quelque chose qui est théoriquement correct. Mais contre un adversaire, ça va l'être beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre adversaire va pas changer les mains qui call en fonction des mains que vous bluffez. C'est très peu probable qu'il arrive à avoir assez d'occurrences sur vous pour déduire quels sont vos mécanismes et quels combos vous choisissez. Si vous êtes un tant soit peu cohérent, il ne va jamais pouvoir s'en rendre compte. Donc finalement, sa calling range, elle va être toujours la même. Il va pas adapter ses combos qui call en fonction des combos que vous bluffez. Ça veut dire que vous pouvez complètement vous servir des bloqueurs, non pas uniquement sur les mains qui sont meilleures que vos mains en valorisation, mais aussi sur des mains que vous êtes sûr que l'adversaire va payer. S'il y a des mains dans sa range qui sont des bluff catchers, mais vous êtes sûr à 100%, vous êtes convaincu qu'il va payer ce combo-là, vous pouvez utiliser des bloqueurs sur ce combo-là, tout comme vous le feriez contre des mains qui sont meilleures que vos mains en valorisation. On approche de la fin de cette vidéo. Mais avant ça, il y a plusieurs remarques que j'aimerais vous faire. Et pour ces remarques, on va passer sur plusieurs exemples que j'ai sélectionnés
exprès. Voici le premier exemple. Donc ici, vous pouvez regarder plus en détail ce qui s'est passé si vous avez envie, je vous ai mis toutes les informations. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on arrive hors de position à la rivière, le stack est à 430 000 et le pot est à 55 000. Pour votre information, je vous ai réentouré en vert les combos de valorisation all-in et en bleu les combos de bluff all-in. Donc première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a à nouveau nos cartes communes qui sont bien respectées. On valorise avec des dames, des valets, des 10, des 9 et on bluffe avec des dames, des valets, des 10, des 9. À droite, comme toujours, je vous ai mis le graphique qui compare la proportion théorique de notre formule et la proportion proposée par PioSolver. Donc on voit à nouveau qu'on est toujours sur les mêmes proportions pour toutes les tailles de mise. Pourquoi je vous ai montré cet exemple? Ce que je veux bien que vous compreniez, c'est qu'il y a une différence pour le premier facteur qui est l'équité de vos mains dans le choix des combos entre être hors de position et être en position. En fait, ce qui compte, c'est pas vraiment l'équité de votre main. Ce qui compte, c'est le pourcentage du temps où votre main va gagner le pot si jamais elle check. Laissez-moi m'expliquer. Imaginez que vous ayez une main qui a 10% d'équité. Donc ça veut dire que l'adversaire, dans sa range, il a 90% de mains meilleures que la vôtre et 10% de mains moins fortes que la vôtre. Donc votre main a 10% d'équité. Si vous êtes en position et que vous checkez avec cette main, vous allez gagner le pot 10% du temps. En revanche, si vous êtes hors de position, lorsque vous checkez, votre adversaire a encore une opportunité de jouer derrière vous. Et les 10% de mains que vous battez, il va probablement s'en servir comme bluff, puisque finalement c'est ses pires mains, donc il va probablement les bluffer. Donc quand vous checkez les 10% du temps où l'adversaire a une main moins forte que vous, il va miser en bluff, et a priori votre main est faible, donc elle ne rentrera pas dans les mains que vous allez avoir envie de payer lorsqu'il bluffe. Donc finalement, hors de position, même si vous avez 10% d'équité, vous allez gagner le pot bien moins souvent que 10% parce que vous allez vous faire bluffer extrêmement souvent. Donc il faut bien prendre ça en compte hors de position. Ce qui est important, c'est pas réellement l'équité de votre main, mais plutôt le pourcentage du temps où votre main va gagner le pot si vous checkez. Donc ça, c'est le premier facteur. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il sera différent hors de position et en position. Donc ça, c'était le premier exemple. Voici le deuxième. Dans le deuxième, j'ai repris le board du défi que je vous avais fait au début de la vidéo 1. J'ai mis un stack et un pot aléatoire. Et j'ai mis une range complètement aléatoire pour nous et pour notre adversaire. Ce qui est intéressant à voir, c'est que maintenant que vous connaissez le ratio et le choix des combos, vous allez être capable de vous débrouiller dans toutes les situations. Parce que finalement, là, on peut voir que ça marche à nouveau, même si c'est des ranges complètement farfelues et que votre adversaire a une range complètement farfelue, ici, ça marche entièrement à nouveau. Donc là où je veux vous emmener, c'est que vous allez être capable de retomber sur vos pieds, quelle que soit la situation, grâce à Deep Dive Poker. Que votre adversaire ait une range farfelue, que vous ayez une range farfelue, à partir du moment où vous êtes capable d'appliquer le bon ratio de bluff et de le répartir parmi les meilleurs combos, finalement, vous serez capable de trouver la meilleure stratégie dans toutes les situations. Il y a une deuxième chose qu'on peut observer ici, ça concerne plutôt le graphique à droite avec la comparaison entre les ratios théoriques et les ratios choisis par Pio. On voit bien que pour les grosses mises, le ratio suit exactement le ratio théorique. En revanche, plus on diminue la mise, plus l'écart peut être grand. Ça, c'est dû à ce que je vous avais expliqué plus tôt. Lorsqu'il y a des combos stars en bluff, lorsqu'il y a des combos que tout le monde veut en bluff, que toutes les tailles de mise aimeraient pouvoir prendre en bluff, c'est les grosses tailles de mise qui sont prioritaires. Donc les grosses tailles de mise, elles se retrouvent avec des combos parfaits, donc elles peuvent respecter parfaitement le ratio. Et en revanche, plus on descend, plus les tailles de mise petites vont devoir se débrouiller avec les combos qui restent et donc probablement prendre des mauvais combos qui n'ont pas de bonnes cartes communes et ainsi devoir faire les ajustements dont on a parlé plus tôt. Encore une fois, ces ajustements, il faut surtout pas essayer de les faire, mais c'est intéressant de comprendre la logique que plus on a une petite taille de mise, plus nos combos de bluff sont finalement pas optimaux puisqu'on se débrouille avec les combos qui restent. Voilà pour les exemples. Maintenant, je vous propose un petit peu d'entraînement. Je vous retrouve tout de suite dans mon simulateur. Cette vidéo touche à sa fin. On a vu pas mal de choses dans les 2 premières vidéos dédiées au bluff. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Est-ce que vous vous rappelez en vidéo 1, je vous avais dit qu'un bon bluff, ça avait les mêmes caractéristiques qu'un bon mensonge. Je pense que vous y voyez un peu plus clair maintenant sur ce que je voulais dire. La première chose, c'est qu'il ne faut pas mentir trop souvent.
Et bien maintenant, vous connaissez le ratio qui vous donne le nombre maximal de bluffs que vous pouvez avoir pour chaque main en valorisation à la rivière. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des mensonges crédibles. Et bien maintenant, vous savez comment choisir des combos de bluffs crédibles, c'est-à-dire des combos qui ont des cartes en commun avec vos mains en valorisation. Qu'est-ce qu'il vous reste à voir maintenant? En vérité, seulement 20% de mon travail durant les 3 dernières années que j'ai passé à concocter ce programme était dédié à comprendre la logique et la théorie au poker. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les 2 premières vidéos et c'est ce qu'on voit dans les 2 premières vidéos de chaque module, ensuite pour les tailles de mise et ensuite pour les trappes. Et les 80 autres pourcents, je les ai dédiés uniquement à comment gagner un maximum de jetons contre un humain. Je vous partage déjà un gros morceau de ça dès la prochaine vidéo. Et Deep Dive Poker vous réserve encore de nombreuses surprises.